Bonjour à tous, je suis Christo Dagdelaleri et aujourd'hui, en compagnie de Marco Laclavère et de Amir Bouri, nous allons faire une analyse d'un article intitulé pour sa traduction AERC, détection des erreurs dans le code d'un programme et dans la documentation. Notre présentation s'appuiera sur cet article publié en août 2023 par le Chinese Institute of Science, l'Institute of Information Engineering et le State Key Laboratory of Information Security. De nos jours, le développement logiciel devient de plus en plus complexe en termes de sécurité logicielle. En effet, la sécurité des logiciels est un aspect critique de la technologie, à l'heure où notre monde devient de plus en plus numérique. Il nous faut protéger les logiciels contre les attaques malveillantes et l'accès non autorisé, ainsi que garantir l'intégrité et la confidentialité des données. Les logiciels devenant de plus en plus essentiels à la vie quotidienne, des mesures robustes de sécurité des logiciels sont nécessaires. Cependant, l'utilisation de librairies open source n'arrange pas les choses et affecte considérablement la sécurité des logiciels. En effet, si une de ces librairies souffre d'une vulnérabilité, cela peut affecter un grand nombre de logiciels utilisants. Certaines vulnérabilités sont encore trouvées aujourd'hui et elles peuvent avoir des effets dévastateurs. L'une d'entre elles, appelée Log4Shell, a été trouvée pourtant récemment en 2021 et a pourtant affecté plus de 1800 logiciels. La détection d'erreurs et de vulnérabilités, vous l'aurez compris, consiste donc en un enjeu important en termes de sécurité logicielle. Actuellement, pour détecter ces erreurs, il y a 3 pratiques courantes. La première est de se fier à un exemple trouvé dans la documentation, et on utilise cet exemple pour détecter les bugs en supposant que la documentation en question est correcte et que les API concernées par le bug sont toutes référencées dans la documentation. La seconde méthode est le vote à la majorité. On va se décider sur l'utilisation d'une pratique en fonction de cette majorité, et on va supposer que l'utilisation la plus pertinente est celle qui est la plus utilisée. La troisième méthode est celle du contexte similaire. On va se décider sur une pratique qui est correcte dans un contexte similaire, mais pas exactement le nôtre. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ces 3 méthodes ne sont pas fiables à 100%. Il arrive relativement souvent qu'une API soit peu ou pas documentée. Pire même, une documentation peut être erronée. En effet, la cohérence entre la documentation et le code du programme est une source majeure de vulnérabilité dans le domaine de la sécurité des logiciels. Les erreurs ou incohérences dans la documentation peuvent induire en erreur le développeur, incitant à implémenter des fonctionnalités différemment de ce qui est spécifié, ou encore à négliger des points cruciaux en matière de sécurité. De même, plus le nombre de développeurs induits en erreur augmente, plus les développeurs suivant une majorité risquent de reproduire cette erreur. Parmi les erreurs trouvées par les chercheurs au cours du travail sur cet article, 204 d'entre elles n'ont aucune documentation et 91 proviennent d'un défaut de documentation. Pour ce qui est du vote majoritaire, cette technique peut s'avérer incorrecte ou inutilisable. Parmi les bugs découverts, 104 d'entre eux proviennent d'une API trop peu utilisée pour utiliser le vote majoritaire, et pour 304 d'entre eux, l'utilisation majoritaire est celle qui est fausse. Les chiffres ne sont pas donnés pour les utilisations dans un contexte similaire, mais les chercheurs nous indiquent qu'il n'existe pas toujours une utilisation correcte dans un contexte similaire. Et c'est ici que la solution proposée va pouvoir intervenir. Commençons par déterminer comment un programmeur expérimenté peut-il faire face à une nouvelle API. En général, il va commencer par lire la documentation. Il va peut-être analyser le code source de l'API, ou alors il va regarder des codes déjà existants utilisant cette API. Ces 3 pratiques constituent ce qu'on appelle l'usage de référence d'une API, ou API Usage Reference en anglais, aussi appelé OR. Dans le cadre d'un OR, la documentation est appelée document, le code source est appelé appelant, et les exemples existants sont appelés appelés. Nous allons donc utiliser ces termes pour la suite de notre étude. Le but de la solution proposée est d'effectuer une vérification croisée sur ces 3 points, donc les documents, l'appelant et l'appelé, et de déterminer quel OR devrait être modifié si l'on trouve une erreur. Comme nous venons de le voir, le but de la solution proposée ORC, pour OR Consistency Checker, va analyser les 3 types de OR en même temps afin de déterminer si quelque chose ne va pas. Dans cet exemple, nous pouvons voir que les valeurs prédites pour la documentation et l'appelé sont identiques. Cependant, la valeur prédite pour l'appelant, c'est-à-dire le code source, diffère des 2 autres prédictions. C'est ainsi que l'ORC arrive à déterminer qu'il faut modifier l'appelant. Lors du développement d'Orc, 3 problèmes principaux se sont dégagés. Le premier problème est un flux de données complexe, rendant difficile la prédiction de l'utilisation par les appelés. Pour effectuer une vérification croisée entre les OR, nous devons prédire les valeurs de retour des appelés. Les flux de données complexes influencent cette prédiction. D'une part, les invocations imbriquées sont couramment utilisées pour les affectations de valeurs de retour. Par exemple, lors de la prédiction de la valeur de retour de la fonction pkecctrlstr dans OpenSSL,
Il est nécessaire d'examiner au moins 53 fonctions pour retracer son origine. D'autre part, même à l'intérieur de la fonction, les instructions de retour apparaissent à la fin des chemins d'exécution, ce qui oblige les technologies d'analyse traditionnelles, telles que l'analyse de plage de valeurs, à parcourir de nombreuses instructions avant d'atteindre les instructions de retour. Par exemple, PKI-EC-CTRL-STR ne contient que 32 lignes de code et possède pourtant 16 chemins d'exécution distincts en ignorant les invocations imbriquées et 8 instructions de retour. Le deuxième problème est que la documentation et le code ne peuvent pas être directement comparés. Les documents sont orientés vers l'humain et rédigés dans un langage naturel, tandis que les appelants sont appelés avec du code. On ne peut donc pas les comparer directement, étant donné que des nombres sont utilisés pour représenter l'utilisation déduite des appelés et des appelants. Ce challenge réside donc dans la manière de convertir les documents en nombres. Lors de cette conversion, les structures de phrases changeantes dans la documentation entravent l'extraction des phrases liées à l'utilisation. De plus, les vocabulaires changeants, qui impliquent des nombres ou des plages, diminuent la précision de la conversion. Par exemple, dans la phrase suivante de la documentation d'OpenSSL, bioseq et biotel renvoient tous deux la position actuelle dans le fichier en cas de réussite et -1 en cas d'échec. Le mot position peut être facilement compris par des êtres humains, et ce en un seul coup d'œil, mais ce n'est pas le cas pour une analyse automatique. Troisième problème réside dans le fait que déterminer le responsable en cas d'incohérence est un dilemme. Après avoir extrait l'utilisation de tous les OR, trouver une manière raisonnable d'appliquer la correction lorsque les incohérences surviennent est crucial. Cependant, le document, l'appelant et l'appelé peuvent tous être défectueux. Supposer qu'un côté est correct est simple, mais peu fiable. Pour résoudre ces problèmes, il nous faut donc une méthode spécifique d'analyse des appelés, une méthode précise d'analyse de la documentation, ainsi que des règles d'acceptation précises quant à savoir quel OR modifier, et c'est ce que nous allons vous présenter dès maintenant. Commençons avec la méthode d'analyse de l'appelé. L'analyse classique de l'appelé évalue les valeurs possibles des variables en se basant sur leur type et les opérations qui leur sont appliquées. Cependant, elle présente des problèmes majeurs. Dans un premier temps, la redondance d'analyse. L'analyse de la plage de valeurs effectue une analyse redondante en calculant les plages de variables de l'avant vers l'arrière. Cette méthode déduit les valeurs de retour en analysant toutes les affectations de la variable retournée, alors que les retours viennent généralement à la fin des fonctions et sont influencés par les dernières affectations. Vient ensuite l'efficacité faible avec les invocations imbriquées. Lorsqu'il y a des appels de fonctions imbriqués, la charge de travail pour prédire les valeurs de retour augmente considérablement avec la profondeur des appels. Cela diminue l'efficacité globale de prédiction des valeurs de retour. Pour remédier à ces deux limitations, une nouvelle approche, la Context Sensitive Backtrace Prediction, ou CPB, est proposée. Cette méthode adopte une approche rétrograde pour prédire les valeurs de retour des fonctions. Elle convertit les invocations imbriquées en problèmes intra-procéduraux, en remplaçant les invocations par leurs valeurs de retour. De plus, CPB prédit les valeurs de retour en remontant certaines instructions, à partir des instructions de retour, au lieu d'analyser toute la fonction, de l'avant vers l'arrière. Cette approche vise à améliorer la précision et l'efficacité de la production des valeurs de retour des fonctions. Pour ce qui est de l'analyse de la documentation, le challenge réside dans le fait de traduire des termes compréhensibles uniquement par l'être humain en expressions compréhensibles par une machine. La documentation, un des trois éléments constituant les OR, décrivent les valeurs de retour des API en langage naturel. Extraire les valeurs de retour des documents pour la comparaison est difficile pour deux raisons. Tout d'abord, les documents manquent de normes d'écriture strictes. Les phrases décrivant les valeurs de retour sont difficiles à isoler, car elles sont entrelacées dans d'autres expressions issues du langage naturel utilisé. Non seulement ces phrases sont difficiles à isoler, mais en plus, il est aussi compliqué de les interpréter. Effectivement, chaque phrase du langage naturel n'est pas nécessairement construite de la même façon. On ne va pas trouver les informations importantes aux mêmes endroits, contrairement à des instructions dans un langage de programmation où chaque symbole doit être à une place précise afin d'avoir une signification. Par exemple, la phrase "la fonction retourne le nombre de caractères écrits" signifie la même chose que "la taille de l'entrée est renvoyée comme résultat de la fonction". Dans les deux cas, nous comprenons à quoi va nous servir la méthode. Toutefois, il faudrait que la machine comprenne qu'elle doit retrouver dans l'implémentation une expression comme return list.size ou return array.length dans les deux cas. Pour résoudre ces problèmes, Orc procède d'abord à un filtrage des phrases liées à la valeur de retour. Ainsi, seules les phrases importantes sont gardées. Ensuite, l'outil utilise BERT, un modèle pré-entraîné de traitement du langage naturel, pour convertir les phrases
en langage naturel en vecteur d'incorporation, nous permettant d'avoir un tableau de correspondance du langage naturel vers des valeurs compréhensibles par une machine. Étant donné une phrase sélectionnée, Orc collecte dans un premier temps les nombres qu'elle contient, puis examine les noms dans la phrase pour trouver les mots dans le tableau de correspondance. De cette manière, l'information cachée dans les documents est transformée en une forme qui pourrait être comparée lors d'une vérification croisée entre les OR. Par exemple, ici, le mot-clé non-zero sera associé à une valeur se situant entre les bornes moins l'infini et plus l'infini, 0 exclu. Ou alors, les mots-clés length, size, amount, number ou index sont tous ajoutés à une unique plage de valeurs allant de 0 à plus l'infini. D'après les tests menés par l'équipe de chercheurs, le classifieur ainsi créé atteint une précision de 95,5% et un rappel de 94,3% en moyenne. Une fois que nous pouvons comparer les différents OR entre eux, il est nécessaire que l'on puisse déterminer lequel n'est pas à jour. Afin de savoir lequel des trois éléments est à modifier, on va se fier à ce tableau. Ici, nous allons analyser les documents et relever les cohérences entre eux. En fonction de celle-ci, nous allons déterminer quel élément doit être modifié. On y observe 4 règles. Si l'appelé et le document sont cohérents entre eux, mais pas l'appelant, alors ce dernier contient des erreurs. Si le document est incohérent avec l'appelé et l'appelant, alors il contient des erreurs. Dans le cas d'une absence de documentation, l'appelant a des erreurs s'il est en incohérence avec l'appelé. Dans tous les autres cas, on ne prend pas de risque, une vérification manuelle est requise. En utilisant les méthodes décrites précédemment, le prototype de Orc a permis d'identifier plus de 500 bugs et erreurs dans des codes, et de détecter plus de 200 défauts de documentation. Il y a en moyenne 12% de faux positifs et 9% de faux négatifs. Aujourd'hui, avec l'aide d'Orc, plus de 230 pages de bugs et plus de 100 corrections de documentation ont été mises en place. Les chercheurs à l'origine de cet article et de la mise en place de Orc se sont classés 25e parmi les contributeurs d'OpenSSL et ont été félicités par leurs créateurs. Pour conclure, nous pouvons dire que Orc semble être une solution prometteuse pour détecter des bugs et des erreurs. Avec son analyse croisée de la documentation, du code source et des exemples existants, cet outil permet de détecter les incohérences et les erreurs potentielles, rendant ainsi la correction des bugs et des défauts de documentation plus facile. Les défis rencontrés dans le développement de cette solution ont été abordés avec des approches spécifiques et novatrices, telles que la méthode CBP, qui permet de prédire les valeurs de retour, ainsi que l'utilisation de modèles de traitement du langage naturel comme BERT pour l'analyse de la documentation. Avec une détection significative de bugs et d'erreurs ainsi que des corrections apportées qui ont eu un impact positif sur la qualité du code et de la documentation, nous pouvons dire que les résultats qu'Orc a obtenus sont plutôt prometteurs. Pour finir, ces travaux semblent être un pas en avant important dans l'amélioration de la sécurité et de la qualité des logiciels, offrant une méthode plus fiable et efficace pour détecter et corriger les erreurs, ce qui peut avoir un impact significatif sur la sécurité et la fiabilité des logiciels d'une manière générale. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que la présentation vous aura plu.